Alors, donc, on va maintenant corriger un exercice sur les matrices. Un exercice classique. On considère E un espace vectoriel de dimension finie et U un endomorphisme nilpotent. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure stricte. On a déduit en particulier que la trace de U est égale à 0. Donc, je considère un endomorphisme nilpotent. Et je veux montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de E est triangulaire supérieure stricte. Et en particulier, on en déduit que la trace d'un endomorphisme nilpotent est nécessairement nulle. Et donc, tout ça vaut aussi pour les matrices. Tout ce qui vaut pour les endomorphismes vaut pour les matrices. Donc, première remarque, remarque 1, on en déduira donc que si j'ai M une matrice nilpotente, c'est dans R, pourquoi pas, si j'ai M une matrice nilpotente, alors nécessairement, la trace de M est égale à 0. Et ça, c'est un résultat assez fort, parce qu'a priori, tout ce qu'on sait, c'est que quand je fais une certaine puissance de ma matrice, ça fait 0, et donc, en particulier, la trace de M est égale à 0. Alors, remarque numéro 2, je vous avais déjà expliqué ça, qu'une matrice nilpotente très importante, c'est cette fameuse matrice-là. 0 partout, et ensuite, je mets des 1 en première surdiagonale. Et des 0 partout ensuite. Okay. Donc là, j'ai combien de 1? J'en ai n-1. Hein, et cette matrice-là, c'est bien de savoir que quand je l'élève, par exemple, au carré, bah, ça fait monter la surdiagonale non nulle d'un rang. Etc. Donc ça, c'est une matrice nilpotente. Hein, donc, important, hein, cette matrice-là, matrice triangulaire supérieure avec une surdiagonale, une première surdiagonale non comme ça, c'est une matrice nilpotente. Nilpotente. Et en fait, on avait vu aussi qu'on pouvait généraliser ça. Hein, on avait vu que pour tout m appartenant à Tn1, je pense, j'avais écrit ça comme ça, Tn1. Donc, c'est les matrices Tn1 avec les notations du cours. C'est les matrices qui sont comme ça. Je vais dessiner un peu mieux. C'est les matrices triangulaires supérieures avec que des zéros sur la diagonale. Et au-dessus, ça fait ce qu'on veut. Ça, c'est Tn. Eh bien, toutes les matrices de Tn1 sont nilpotentes. Okay. Parce que quand on les élève aux puissances successives, tous les zéros se... Oui, c'est TNP, mais pour P égale 1. Donc, c'est TN1. Okay. Donc, M est nilpotente. Et donc, on va montrer, voilà un résultat assez intéressant, c'était un joli calcul qu'on avait fait en cours. On va montrer que d'une certaine façon, la réciproque est vraie. C'est-à-dire qu'à similitude près, on va montrer, proposition, à similitude près, ce sont toutes les matrices nilpotentes. IE, on va montrer que si M est nilpotente,
alors M est semblable à une matrice dans Tn1. Alors, M est semblable à une matrice de ce type-là. Voilà ce qu'on va démontrer. Et on va partir pour cet exercice. Alors, indication, on pourra raisonner sur dimension de E à l'aide du noyau qui est non trivial. Bon, bah, on va considérer. Alors, je suis en train de réfléchir si je vais résoudre l'exercice matriciellement ou vectoriellement. Je vais résoudre l'exercice matriciellement. Donc, on note P de n, l'assertion, alors je vais plutôt le résoudre vectoriellement. P de n, l'assertion, si dimension de E est égale à n, et si F est un endomorphisme nilpotent, alors il existe une base telle que la matrice de F dans la base B soit triangulaire supérieure stricte. C'est-à-dire appartiennent à Tn1, avec les notations du cours. Alors, on peut regarder ce qui se passe pour n égale 1. Alors, pour n égale 1, bon, bah, un endomorphisme nilpotent, ça va être un endomorphisme nul. Donc, soit F de E dans E, avec dimension de E qui est égale à 1. Soit x0, un vecteur de E non nul. On sait que x0 est une base de E. Et l'endomorphisme F, soit lambda appartenant à K, tel que F de x0 soit égal à lambda fois x0. Alors, on a que pour tout x, f de x est égal à lambda x. Okay. Les endomorphismes en dimension 1, c'est pareil que les fonctions linéaires de R dans R. Et les fonctions linéaires de R dans R, c'est les premières qu'on a regardées dans le cours, c'est juste x associe a fois x. Okay, donc, un endomorphisme en dimension 1, c'est toujours une homothétie. Et vu que f est nilpotente, donc on suppose f nilpotente, bon, bah, on a donc lambda égale 0. Donc, au passage, on a démontré que les seuls endomorphismes nilpotents en dimension 1, c'est l'endomorphisme nul. Bilan, si j'ai f
qui appartient à L de E, qui est nilpotent en dimension 1, F est nul. Et donc on a bien trouvé une matrice. Donc la matrice dans la base x0 de F, c'est la matrice nulle. C'est bien une matrice triangulaire supérieure stricte. Donc P de 1 est vrai. Alors maintenant, hérédité. Donc soit n appartenant à n étoiles, tel que P de n est vrai. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, tel que E est de dimension n plus 1. Et soit F un endomorphisme de E nilpotent. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une base B de E, telle que la matrice de F dans la base B, ça soit une matrice triangulaire stricte à n plus 1 entrée. Alors, indication, c'est on sait que F n'est pas injectif. En effet, si F était injective, en effet, F injective implique, pour tout K appartenant à N, F puissance K est injective. Puisque la composée de deux injections est une injection. Donc quand je compose K fois une injection, ça reste une injection. Mais je sais qu'il existe P tel que F puissance P est égal à 0. Donc F n'est pas injectif. Soit donc x0 un élément du noyau de F, non nul. On complète x0 en une base de B, de E. On complète x0 en une base x0, E2, etc., En plus 1 de E. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On va écrire maintenant la matrice de F dans la base B. Allez-y. Vous allez m'écrire la matrice de F dans la base B et vous allez me calculer les puissances. Puis, vous allez me calculer les puissances de cette matrice. Et je vous laisse chercher ça.
Alors, qui a calculé maths B de F? Qui veut répondre à cette question? En fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur maths B de F. Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Mathis. Déjà, on a la première colonne qui est nulle parce que f de x0 égale 0. Voilà. Mais c'est tout en fait, on peut rien dire d'autre. Donc maths B de F, c'est égal à ça. Okay. C'est une matrice dont la première colonne est nulle. Ok, et on va écrire. On écrit maths B de F. Ça va être la matrice avec la première colonne qui est nulle. Et je vais l'écrire en tant que matrice diagonale supérieure par bloc. Là, je vais mettre A. Et puis là, je vais mettre des coefficients qui m'importent peu. Ok, où ma matrice A, c'est une matrice qui appartient à Mn de K. Ok, et mon but, ça va être de montrer que A, la matrice A est nilpotente. Montrons que A est nilpotente. Bah, ça, c'est pas très compliqué, d'après les règles du calcul des matrices triangulaires supérieures par bloc. Puisque on a, quand je fais cette matrice-là, puissance K, je sais que c'est égal à 0. Si vous voulez, ça c'est du 0 puissance K. Ensuite, là, j'ai du A puissance K. Et au-dessus, je ne sais pas trop ce que j'ai. Peu m'importe. C'est-à-dire que la matrice, cette matrice-là, quand je l'élève à la puissance K, ça fait 0, ensuite que des 0. Là, j'ai A puissance K, et là, je ne sais pas ce que j'ai. Or, je sais que la matrice dans la base B de F à la puissance P, c'est égal à la matrice dans la base B de F à la puissance P, c'est donc égal à 0. Pour P, si j'ai F puissance P qui est égal à 0. Donc, j'obtiens que A puissance P est égal à 0. Ça, c'est N plus 1. Ça, c'est N. Donc là, c'est... Je remarque, je reprends ce raisonnement. Donc, je suppose que je sais résoudre le problème en dimension N. Et je me place en dimension N plus 1. Je considère un endomorphisme nilpotent. Éventuellement, là, j'aurais pu rajouter soit P appartenant à N, tel que F puissance P est égal à 0. Et on cherche une base. Notre but, c'est de montrer qu'il existe une base telle que la représentation matricielle de mon endomorphisme nilpotent est une matrice triangulaire supérieure, stricte. L'indication disait utiliser le fait que c'est non injectif. Bon, ben voilà une petite preuve que nilpotent implique non injectif. Et donc, à ce moment-là, je me fixe un élément du noyau, je crée une base à partir de cet élément, et j'obtiens que la matrice de mon endomorphisme s'écrit sous cette forme-là. Là, je l'écris plutôt sous la forme triangulaire supérieure par bloc, et je remarque que la matrice ici, A, donc au-dessus, j'oublie ce que c'est, peu m'importe, et je regarde le nombre A. D'après les règles des calculs des matrices triangulaires supérieures par bloc, j'obtiens que A puissance K, ça va être la matrice qui intervient quand je fais la matrice F puissance K.
Et donc, en particulier, j'obtiens que A à la puissance P est égal à 0. Et donc, je vais pouvoir faire tourner ma récurrence. Ça veut dire que je vais pouvoir dire que A, je peux la mettre sous forme triangulaire. Et donc, je vais obtenir au total un 0 et une forme triangulaire stricte. Et ça va marcher. Donc, maintenant, l'idée, c'est appliquer l'hypothèse de récurrence P de n à la matrice A. Okay. Alors, comment on va faire ça? On va noter H, l'espace vectoriel engendré par E2 jusqu'à En plus 1. Et on va noter G, l'endomorphisme de H, tel que la matrice de G dans la base E2 jusqu'à En plus 1 soit égale à quoi? Je vous écoute. A. Tout à fait. Maintenant que j'ai ma matrice là qui est nilpotente, j'ai envie de l'interpréter comme un endomorphisme nilpotent. Mais la matrice A, elle agit ici. Là, j'ai, si vous voulez, là, j'ai bon, x0, E2, etc., En plus 1. Et là, j'ai x0, E2, etc., En plus 1. Et ce que je veux, c'est interpréter ça comme un endomorphisme. Donc, je vais dire, bah, je vais prendre l'endomorphisme de cet espace vectoriel-là, vect de E2, En plus 1, et je vais dire que ça agit sur E2, sur E3, sur En plus 1, comme la matrice A le décrit. Ça veut dire que j'ai petit g de E2 qui est égal à le coefficient qui est ici fois E2, plus le coefficient qui est ici fois E3, plus etc., plus le coefficient qui est ici fois En plus 1. Donc formellement, simplement, j'ai un espace vectoriel H qui est égal à vect de E2 En plus 1. J'ai une base qui me permet de faire un pivot. Et donc, je peux considérer l'endomorphisme de H tel que la matrice de petit g dans la base là, ça soit A. On a A puissance P qui est égal à 0, donc G puissance P qui est égal à 0. Donc, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence à G. On applique l'hypothèse de récurrence à G. Soit donc B', une base de H, telle que la matrice de G dans la base B', soit triangulaire supérieur strict. Hein? Je sais que G est un endomorphisme nilpotent. Je sais que H est de dimension n. J'ai enlevé un vecteur. Et je sais, par hypothèse de récurrence, que tout endomorphisme nilpotent dans un espace vectoriel de dimension n, je suis capable de trouver une base où il va être triangulaire supérieur. Donc, je considère donc B' une base de H, telle que la matrice de G dans la base B' soit triangulaire supérieur strict. Et maintenant, il ne reste plus qu'à dire que on note B seconde, la base constituée de x0 puis
de la base B'. Et on a la matrice dans la base B seconde de F. Qu'est-ce que ça va être? Alors, ça va être 0 ici en premier coefficient. Ensuite, je vais avoir, donc là, j'ai mon vecteur x0. Et là, ensuite, j'ai mes nouveaux. Alors, ici, j'ai la base B'. Donc, B', je vais noter ça, F1, Fn. Là, j'ai F1, etc. Fn. Là, j'ai F1, etc. Fn. Et ici, je sais que F, l'action de F sur H, quand je regarde ce que fait F sur H, qu'est-ce que fait F sur H? J'ai un bout qui vit sur x0 et j'ai un bout qui est égal à cette matrice-là. Bon, là, je vais mettre une petite parenthèse. Si je prends x, alors, on va regarder ça. F de E2, c'est égal à lambda fois x0. On va mettre lambda 2 fois x0 plus g de E2. Ouais, ok. G, c'est l'application linéaire qui est définie par la matrice grand A. Donc, G de E2, c'est exactement ce coefficient fois E2, plus ce coefficient fois E3, plus ce coefficient fois N plus 1. Donc, F de E2, eh ben, F de E2, c'est G de E2 plus lui. Donc, j'ai F de E2 qui est égal à lambda 2 fois x0 plus G fois E2. Et ça, c'est vrai pour tout J. F de J, c'est égal à lambda J fois x0 plus G de EJ. Maintenant, je veux calculer ce que c'est que f de f indice j. Alors, allons-y. F de f indice j, ce que j'aimerais bien montrer, c'est que c'est égal à un certain coefficient mu fois x0 plus g de fj. Alors, comment je vais faire ça? Et je vais écrire que fj, je peux le décomposer dans la base E2. C'est la somme des, par exemple, mu k, ek. K égale 2
à n. Et donc f de fj, c'est égal à la somme k variant de 2 à n des mu k fois f de ek. Mais f de ek, ça je sais qui c'est. F de ek, c'est g de ek, plus un certain facteur sur le lambda i 0. Donc ça, c'est égal à la somme k égale 2 à n des mu k facteur 2 lambda k fois x0 plus g de ek. Et donc, quand je recompose tout ça, je vais avoir un premier terme en x0. Donc, somme k égale 2 à n des mu k lambda k le tout fois x0 plus g de la somme de k égale 2 à n des mu k fois ek. Mais mu k fois ek, qu'est-ce que c'est? C'est lui. Et lui, c'est qui? C'est fj. Bilan, j'ai démontré que f image d'un vecteur de la nouvelle base par petit f, c'était encore une fois un certain coefficient lambda fois x0 plus g de fj. Autrement dit, ici, je vais avoir mes coefficients. F de fj, ça fait des coefficients, plus ensuite la matrice dans la base B' de G. Cette matrice, elle est triangulaire supérieure. Conclusion. La matrice dans la base B seconde de F est triangulaire supérieure par bloc. Et triangulaire supérieur strict pas. Et donc, en particulier, la trace de f est égale à 0. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez monter un petit peu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Alors, Barthélemy qui dit elle coïncide avec G sur H. Non, pas tout à fait. Hein. On pourrait dire, en fait, en vrai, modulo x0, f et g coïncident sur H. Il se passe un truc sur x0, mais ça ne m'intéresse pas trop. Alors, je vais essayer de faire une autre démonstration. Bon, là, je suis conscient que cette démonstration était un peu compliquée, mais c'est aussi intéressant pour vous de voir des choses compliquées. C'est un exercice classique. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus facile. Donc là, j'ai fait la version vectorielle, parce que je pensais que ça allait être plus facile. Maintenant, je vais faire la version matricielle. Et donc, j'ai juste terminé, d'où P de n plus 1. Et donc, j'ai bien démontré que tout endomorphisme nilpotent en dimension n pouvait s'écrire de façon triangulaire dans une bonne base. Et donc, une conséquence de ça, c'est qu'une matrice triangulaire supérieure, alors, on va juste écrire le corollaire, soit M, une matrice nilpotente, alors il existe P, une matrice inversible, telle que la matrice, bon, peu importe, je vais faire du PM, P-1, soit triangulaire supérieur strict. Ok. Ça, c'est vraiment
la traduction matricielle de l'exercice précédent. Je considère une matrice nilpotente, alors, quitte à conjuguer, je peux trouver une matrice semblable à M qui soit triangulaire supérieure stricte. Alors, rapidement, la démonstration. Ici, c'est le genre de choses, c'est ce que je racontais à l'autre groupe. C'est le genre de choses, on n'est même pas obligé de le démontrer. On peut dire directement, oui, bon, voilà, c'est comme si on l'avait fait. Si on veut en faire une démonstration, ben, on considère M, on va l'appeler A, tiens. Soit A une matrice nilpotente, et à ce moment-là, ce que je vais dire, c'est je vais vectorialiser mon problème, je vais géométriser mon problème. Je vais dire soit E, un K-espace vectoriel de dimension n, et attention, ici, j'ai toujours besoin de me donner aussi une base pour pouvoir faire le dictionnaire. Et soit B, une base de E. Et donc, je vais maintenant géométriser, comme on dit, mon problème, vectorialiser mon problème. Soit F, un endomorphisme de E, tel que la matrice de F dans la base B, ça soit A. OK, je vous rappelle comment on peut justifier ça. En effet, l'application qui va de L de E dans Mn de K, qui a un endomorphisme associé à sa matrice, est un isomorphisme. Donc, toute matrice peut être vue comme la matrice d'un endomorphisme, et ça, c'est unique. Évidemment, on a cette correspondance entre matrice et endomorphisme. Si la matrice est nilpotente, eh ben, évidemment, l'endomorphisme va être nilpotent, puisqu'on a que la matrice, donc je vais noter P aussi, tel que j'ai f puissance P qui est soit égal à 0. Alors, pardon, c'est des A, hop, A puissance P qui est égal à 0. Mais on a évidemment que la matrice de f puissance P, c'est égal à la matrice de f à la puissance P. Donc, c'est A puissance P, donc ça vaut 0. Donc, j'ai mat de f puissance P qui vaut 0. Donc, j'ai f puissance P qui vaut 0. Là, j'utilise l'injectivité du morphisme qui a un endomorphisme associé à sa matrice. Donc, j'ai f puissance P qui est égal à 0. IE, f est nilpotent. Et donc, d'après l'exercice, soit donc B, une base, alors je vais l'appeler B', une base de E, telle que la matrice de F dans la base B', soit triangulaire supérieur strict. Et là, j'utilise ma formule de changement de base, soit P, la matrice de changement de base de B dans B'. On a MP, donc M, c'est la matrice de base. MP, donc ça va être du P-1, est égal à P fois la nouvelle matrice. Et donc, on a bien trouvé ce qu'on voulait. Okay, moi, ce que je voulais, c'était PM, P-1 soit triangulaire supérieur strict. Bon, ben voilà, c'est terminé. On a ça, IE, notre matrice A, qui est bien égale à P fois T fois P-1, avec T qui est triangulaire supérieur strict. Ok, ce n'est pas exactement ce que j'avais écrit dans ma conclusion, mais là, c'est évident. C'est évident, il suffit de multiplier par P-1 à gauche et P à droite. Mais l'idée, c'est vraiment toute matrice nilpotente
est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Okay, ça, c'est ce genre de passage entre le monde matriciel et le monde vectoriel. C'est quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le rédiger. Okay, quand vous avez terminé l'exercice pour les matrices, vous pouvez dire donc c'est vrai pour les endomorphismes et réciproquement. Alors maintenant, je vais essayer de faire une autre preuve avec les matrices. On va voir si ça va être plus simple. Donc, autre preuve matricielle. J'étais conscient que cette preuve-là était peut-être un peu compliquée. Il faut vraiment avoir bien l'habitude et être assez habile. Donc cette fois-ci, notre hypothèse de récurrence, ça va être P de n, ça va être, eh bien, pour toute matrice, alors je vais pas faire des maths, je vais pas écrire une phrase formalisée, je vais écrire si M appartient à Mn de K, si elle est nilpotente, alors il existe P inversible tel que PM P-1 soit triangulaire supérieur, strict. Ça, c'est la version matricielle de mon énoncé. Je ne bosse pas avec les endomorphismes, je bosse avec les matrices. Je vais vous montrer que si j'ai une matrice nilpotente, elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Hein, ça, je n'ai pas utilisé le mot semblable, mais évidemment, ça veut dire IE, M est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Alors, n égale 1, c'est OK. Maintenant, je vais faire l'hérédité. Je vais considérer M appartenant à M indice n plus 1 de K. Je vais l'appeler A. Nilpotente. Je vais tout de suite me donner son indice de nilpotence, soit P un entier, tel que j'ai A puissance P qui soit égal à 0. Et donc, je veux trouver une matrice qui va marcher. Alors, je vais faire une petite incursion par les endomorphismes. Je vais le dire directement, je vous laisserai, je vais vous poser la question ensuite à l'oral pour m'expliquer comment vous feriez pour démontrer ça. Une petite incursion par les endomorphismes nous permettrait de démontrer soit P une matrice inversible telle que, alors j'ai mis mon P ici, telle que PA P-1 s'écrivent comme ça. Donc ici, j'ai une matrice nilpotente et je suis en train d'affirmer que je peux trouver P une matrice inversible telle que PAP-1 puisse s'écrire sous cette forme-là. Alors, levez la main
ceux qui pensent avoir un début de preuve qui pourrait marcher. Que je vois un petit peu où vous en êtes. Ok, donc personne ne lève la main. Donc ça vous semble un résultat un peu difficile, ça, pour le coup. Donc il y a Raphaël qui a levé la main. En fait, je me pose une question. Ouais. C'est que A, il est dans Mn plus 1, P, il Ouais. est dans Mn plus 1 aussi. Du coup, le produit, il va être dans Mn plus 1 et je vois pas comment est-ce qu'on peut avoir A à l'intérieur d'une matrice de Mn plus 1 avec des zéros autour. Ah, mais c'est parce que j'ai fait une faute de frappe. C'est B. Ok, merci. Alors, je repose ma question comme ça. Donc, une petite incursion par les endomorphismes va nous permettre de démontrer que je peux trouver une matrice inversible P, autrement dit une matrice de changement de base, telle que ma matrice nilpotente, finalement, je peux l'écrire comme ça. 0 sur la première colonne et puis n'importe quoi après. Donc, je vous laisse réfléchir à ça quelques instants. Allez, je vous laisse réfléchir à ça. Essayez de m'écrire une preuve de ça. Essayez d'écrire une preuve de ça. Il y en a certains qui ont levé la main. Bon, bah, écrivez une preuve. Alors, Amaury, je t'écoute. Je vois qu'on a Amaury parmi nous. Ah non, mais je me suis trompé en fait. D'accord, ok. C'était le 1er mai. C'était le 1er mai. Le 1er avril, excusez-moi. Le 1er avril. Ok. Alors, Élodie, est-ce que tu peux nous expliquer? Ah, moi, je suis content d'avoir quelques mains qui se lèvent là. Je sais pas du tout en fait. Je vois D'accord. pas. Bon, bah, je vais vous expliquer ça. En fait, je passe par les endomorphismes. Donc, je vais me fixer, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais fixer E, un espace vectoriel de dimension n plus 1, et B, une base de E. Maintenant, je vais fixer F, un endomorphisme de E, tel que la matrice dans la base B de F, ça soit la matrice A. On a A nilpotent, donc F aussi. Donc F n'est pas injective. Soit donc x0 un élément du noyau non nul. On complète x0 en une base. Base B'. On a que la matrice dans la base B' de F commence par 0, puisque c'est x0. Et après, ça fait n'importe quoi. Et maintenant, si je note P est la matrice, alors je vais avoir dans quel sens je veux. Je voulais P A P-1 s'écrivent comme ça. Bon, bah, c'est l'autre en fait. Donc si P est la matrice de passage de B' à B, on a
P fois la matrice de B fois P-1. Alors, je vérifie que je calcule. Donc, pour vérifier que je ne me trompe pas dans mes matrices de changement de base, j'utilise en fait le moyen mnémotechnique que je vous ai donné. Bon, bah, c'est bon parce que c'est MP, et là j'ai MP-1, et donc c'est l'ancien et c'est la nouvelle. Mais ça, par définition, c'est la matrice A, et donc j'ai bien trouvé. Et ça, c'est bien la matrice 0, 0, des étoiles, et là je donne un nom à l'autre matrice. Est-ce que tu comprends, Élodie? Ça semble à peu près logique, mais je pense qu'il faudra que je reprenne ça après. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas clair? On va reprendre ça tout de suite. Ok. Alors, je vais reprendre. On va reprendre depuis le début, et puis tu vas me dire si à un moment donné, c'est pas clair. Donc, j'ai une matrice qui est nilpotente. En fait, le raisonnement que j'ai, il va marcher pour n'importe quelle matrice qui n'est pas injective. Ce que je vais dire, donc pour n'importe quelle matrice qui n'est pas inversible, pardon. J'ai une matrice non inversible parce qu'elle est nilpotente. Eh bien, il existe, je pense que c'est vraisemblablement un des exercices de la feuille, une matrice non inversible. Ouais, c'est pas dans la feuille. Donc, j'ai une matrice A qui est nilpotente. Est-ce que tu es toujours avec moi, Élodie? Je te parle à toi, là. Oui. Donc, j'ai une matrice A qui est nilpotente. En particulier, elle est non inversible. Est-ce que c'est clair, ça, pour toi? Oui. Okay. Et je vais montrer que je peux trouver une matrice inversible telle que quand je fais PAP-1, ça me fait une matrice que je peux écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire, en gros, première colonne nulle. Ensuite, j'ai mis des étoiles et des B, mais ici, je suis juste en train de dire que la première colonne est nulle. C'est ça que je dis. Bon, comment je fais? Je vais faire un petit détour par les endomorphismes. Je vais dire que ma matrice A, c'est un endomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je considère E un espace vectoriel quelconque de dimension n+1 et B une base de E. Ça, c'est mon nouveau contexte géométrique. Et je sais que je peux trouver un endomorphisme F de E qui représente ma matrice. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Donc, soit F un endomorphisme tel que, dans le dictionnaire, ma matrice, c'est mon endomorphisme. La fin de la preuve est claire maintenant pour toi, Élodie? Oui, c'est bon. Du coup, en fait, oui, je vois mieux le cadre. Donc, ce qui te manquait, c'était le cadre. Oui. Donc, c'était cette idée que quand j'ai une matrice, je peux la transformer en endomorphisme comme je veux. Mais il faut que je me fixe le cadre. D'accord. C'est-à-dire, je me dis, écoutez, j'ai une matrice là, de taille n+1. Eh bien, je vais imaginer que c'est la matrice d'un endomorphisme qui agit sur un espace vectoriel de dimension n+1. Donc, je me fixe un espace vectoriel. Et ici, c'est un des cas où je me place dans un cadre abstrait. J'aurais très bien pu dire, on se place dans K puissance n+1 muni de la base canonique et on considère l'endomorphisme canoniquement associé. Mais ça fait des fausses complications, je trouve. Donc, on imagine plutôt, j'imagine que j'ai un espace vectoriel E de dimension n+1 avec une base B telle que et un endomorphisme F qui agit sur la base B exactement comme la matrice A. Est-ce que c'est clair, Élodie? Oui, c'est clair. Et donc maintenant, je bosse en géométrique. C'est-à-dire F est non injective, donc je considère un élément non nul de son noyau, je le complète en une base B', et la matrice de F dans la base B', elle commence par une colonne nulle. Et ensuite, j'applique le théorème de changement de base pour dire, si je considère P la bonne matrice de changement de base, la bonne matrice de passage, j'ai bien P fois ma matrice de base fois P-1 qui est égale à la nouvelle matrice. OK? Oui. Excusez-moi, j'avais une question. Oui. Mais ça me vient plus tout de suite. Mais je me souviens plus. Comment est-ce qu'on sait qu'une matrice nilpotente est non inversible?
Parce que tu es d'accord que je viens de démontrer qu'un endomorphisme nilpotent n'était pas injectif. Tu te souviens de Oui, ça? oui, Mais oui. c'est pareil en fait. Endomorphisme et matrice, c'est la même chose. Donc si D'accord. tu veux, si je prends A qui est nilpotente et A puissance P qui est égal à 0, tiens, je vais supposer A inversible. Eh bien, je fais A moins 1 à la puissance P fois A à la puissance P. Ça fait combien? Ça fait A moins 1 fois A à la puissance P. Donc, ça fait IN. Est-ce que tu es d'accord, Lucie? Oui, Est-ce que tu vois la contradiction? oui, parce qu'on ne pourra pas avoir A puissance P qui sera égal à 0. Ah, donc, ça fait 0 est égal à l'identité. Si une matrice nilpotente était inversible, je pourrais multiplier. Regarde, j'ai A fois A fois A fois A qui est égal à 0. Bon, bah, vu que c'est inversible, clac, 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 clac. J'ai tout simplifié, ça me fait IN. OK? Oui, c'est clair, merci. Donc, on reprend le cours de la preuve. On a donc P une matrice inversible, telle que A s'écrive, alors je ne sais plus ce que j'avais mis. J'ai pris PAP-1. OK, donc j'ai PAP-1 qui est égal à cette matrice-là. Ça me définit B. Avec B, c'est la matrice de Mn de K. Bon, ben, par simple calcul, on a P fois A puissance K fois P-1. Ça, par simple calcul, ça va être égal à il faut avoir un réflexe, c'est que la puissance, ici, je peux la mettre n'importe où. C'est-à-dire qu'on a PA P-1 en puissance K, c'est égal à PA puissance K P-1 P-1. Ça, il faut que ça soit du réflexe. OK, Lucie, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai ça? On peut composer par P puissance K à droite et P-1 puissance K à gauche. Faux. N'importe quoi. C'est pas commutatif, hein. Bah, simplement, Oui, pardon. non, simplement, je peux regarder ce qui se passe pour 2 déjà. Oui, parce qu'on a P-1 P, enfin, ce qui Voilà, vaut. c'est ça. Ça, c'est la bonne raison. Je suis désolé, Lucie, c'est très bien, il faut que tu continues à participer, hein, mais ça allait pas ce que tu m'as dit. Hein, je trouve ça très bien, par exemple, que tu postes des solutions d'exercice sur le Discord. Et quand il y a des erreurs, je te l'ai dit, j'espère que ça va pas t'empêcher de poser d'autres solutions. En tout cas, ce qui est sûr, Lucie, c'est qu'en travaillant comme tu le fais et en postant des exercices sur le Discord et en cherchant des exercices, c'est la meilleure manière de réussir et ça te place au-dessus largement de tous ceux qui ne le font pas.
Et tes solutions sur la division euclidienne de polynômes, elles sont trop compliquées. Il y a beaucoup plus simple. Mais du coup, en faisant ces solutions super compliquées, tu t'es vachement entraîné, en fait. Donc, c'est très bien. Mais il y a plus simple. Et je te dis en 2 mots, en fait, il suffit d'évaluer ta division euclidienne en les racines du quotient. De la même façon que quand je regarde la division euclidienne par x moins a, x moins alpha, le reste, souviens-toi, c'est exactement l'évaluation du polynôme en alpha. Et si le polynôme b par lequel je divise admet 1 comme racine, quand je vais évaluer ma division euclidienne en 1, ça va faire disparaître le terme où il y a le diviseur et il va me rester p de 1 égale le reste en 1. Et c'est comme ça qu'on trouve le reste assez facilement, puisque le reste va coïncider avec le polynôme en toutes les racines du quotient. Par ailleurs, Lucie, si je veux vérifier si l'ordre de multiplicité d'une racine, et j'utilise le critère que j'ai démontré dans le cours, je vais regarder les dérivées successives de mon polynôme et je regarde est-ce que ça s'annule en 1. Et tant que ça s'annule en 1, ça veut dire que j'ai la multiplicité de ma racine. Et dès que ça ne s'annule plus, ça veut dire que j'ai gagné l'ordre de multiplicité. Pas besoin de faire des factorisations. OK? Merci. Donc là, ça se simplifie et ça fait p a carré p moins 1. Et par récurrence, on obtient bien notre relation. Par récurrence, j'ai bien p a p moins 1 en puissance k qui est égal à p fois a puissance k fois p moins 1. Ça, c'est vraiment réflexe absolu. Ça, quand vous voyez ça, vous dites OK, ouais, je le sais depuis toujours, ça. Hyper facile. Bref, revenons à notre calcul. Bah, cette matrice, quand je l'élève à la puissance k, ça va me faire diagonale par bloc. C'est-à-dire qu'en puissance k, ça me fait puissance k et puissance k. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Et la puissance k qui est là, hop, elle passe là. Okay. Et ça fait 0. Donc, j'obtiens que lui, ça fait 0. Allez, on refait ça un peu plus lentement. Autrement dit, B est nilpotente. Et donc, je vais pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence. Donc, on a ça. Super. Donc, on a que P fois A puissance P fois P moins 1, c'est égal à 0. Si vous voulez, on peut mettre un calcul intermédiaire. C'est égal à P A... Non, alors, c'est ça que je veux dire, ça fait 0. 0, je suis en dimension n plus 1. Et donc, de même, quand je prends cette matrice-là, calcul triangulaire supérieur par bloc, quand j'élève ça à la puissance P, bah, ça fait, quand j'ai triangulaire supérieur par bloc, ça reste triangulaire supérieur par bloc, et les blocs diagonaux, c'est les puissances, exactement comme pour les matrices diagonales par bloc. Donc ça fait 0 à la puissance P, c'est ce que j'ai dit, la même chose que j'ai fait tout à l'heure, et là j'ai du B puissance P. Hop, et là j'ai des coefficients qui ont changé. Et donc ça vaut 0. Bilan, j'obtiens que B puissance P égale à 0 et B est nilpotente. Et donc là, je suis en dimension n. B est une matrice de dimension n. Donc, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence. Okay. On applique P de n à la matrice B et on obtient, je crois que cette version est quand même plus simple. On applique P de n à B et donc, soit donc Q une matrice inversible dans GLN de K, cette fois-ci je suis en dimension n, telle que, alors j'avais dit
P à P-1, je vais faire du Q fois B fois Q-1, soit triangulaire supérieur par bloc. Soit, pardon, triangulaire supérieur strict. C'est ça mon hypothèse. C'est qu'une matrice nilpotente, quitte à la multiplier par des matrices de changement de base, elle est triangulaire supérieur strict. Et donc maintenant, je vais conclure avec A. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais passer en mode brouillon. Ce que je sais, c'est que j'ai A fois P-1, si ma mémoire est bonne. Je vais vérifier. Ouais. Qui est égal à 0 et B. Et maintenant, mon idée, c'est de multiplier ça par, je vais considérer cette matrice-là. On va voir si ça marche. J'espère que ça marche. Ça, c'est une matrice inversible. Et l'inverse de cette matrice, c'est pas compliqué, c'est 1 fois Q-. Ok, je multiplie ici et ici. Évidemment, ça va marcher au final, puisque si je note cette matrice-là P2, eh bien cette matrice-là, c'est évidemment P2 moins 1. Ok? Puisque d'après la formule de Mario, quand on multiplie comme ça par l'inverse, ça vient inverser les matrices. Donc je vais calculer ça. Bon, bah, c'est égal à. Ici, je vais laisser ma matrice comme ceci pour un premier temps. Et j'ai multiplié ça par 0. Là, je ne sais pas ce que j'ai. Là, j'ai 0, j'ai B, et je multiplie ça par. On va faire le calcul. Là, je vais laisser ça. Et ici, je vais faire. Alors, c'est du triangulaire supérieur par bloc. Hein. Lui, regardez, il est triangulaire supérieur par bloc. Lui, il est triangulaire supérieur par bloc. Il est même diagonal par bloc. Lui, il est triangulaire supérieur par bloc. Triangulaire supérieur par bloc. Et lui, il est même mieux. Il est triangulaire supérieur par bloc. Mais en par quart, beaucoup mieux, il est diagonal par bloc. Alors, en particulier, je sais que le produit est encore triangulaire supérieur par bloc. Autrement dit, là, le 0, il est gratuit. Ensuite, je sais que les blocs diagonaux sont les produits bloc à bloc. Donc là, ça fait 0 fois 1, bah, ça fait 0. Et là, ça fait B fois Q-1. Et ensuite, il me reste à déterminer ce que je vais avoir ici. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc je fais tomber mes blocs. Alors, donc je suis en train de faire mon calcul. Là, j'ai hop, j'ai ce bloc-là fois ce bloc-là. Alors, est-ce que c'est homogène? Ça me fait un scalaire fois une ligne, c'est une ligne. Et ensuite, j'ai ce bloc-là fois ce bloc-là. Là, ça me fait une ligne fois une matrice. Ça me fait une ligne. La ligne fois la matrice. Et maintenant, je vais refaire la même chose. Bon, gratuitement, c'est triangulaire supérieur par bloc. Alors là, je fais n'importe quoi.
Bon, c'est triangulaire supérieur par bloc. Donc là, le 0, il est gratuit. On le prend, il est cadeau. Ensuite, la diagonale, bah, c'est bloc par bloc. Donc là, ça fait 1 fois 0, ça fait 0. Et ensuite, l'autre, ça fait Q fois B fois Q moins 1. Donc, je suis bien content. Et ensuite, sur ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je fais mon calcul. Hop, hop, hop. Ça va faire 1 fois cette ligne. 1 fois cette ligne. Plus 0 fois donc cette ligne 0 fois cette matrice-là. Bon, bah, allons-y. Ça fait 1 fois cette ligne. Plus cette ligne fois la matrice BQ-. Bref, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que quand je fais 1 fois Q fois B fois 1 fois Q moins 1, eh bien, ça fait, tout se passe parfaitement. Ça fait Q, B, Q moins 1. Avec un 0 ici. Et conclusion. Conclusion, on obtient que P2 fois A fois P2 moins 1 est égal à cette matrice-là. Alors là, je raconte n'importe quoi. Ici, ce n'est pas des zéros, c'est des étoiles. Et là, j'obtiens Q, B, Q moins 1. Alors, est-ce que j'ai terminé? Levez la main ceux qui ont capté que j'avais terminé. Ryan, explique-nous pourquoi j'ai terminé. Bah, il nous resterait à vérifier que cette matrice-là, elle est bien triangulaire supérieure stricte. Ouais. Mais ça, on le sait tout de suite parce que on a bien un 0 en position 1-1. Et surtout, dans le bloc en bas, oui, ce bloc-là, c'est triangulaire supérieur strict. Ouais. Et donc, avec la ligne d'au-dessus, on conclut. Avec, Tout à fait. Terminé. Triangulaire supérieur strict. OK. Bon, c'est intéressant, vous avez deux preuves. En fait, tout ce que je peux faire dans le monde matriciel, je peux le faire dans le monde vectoriel. Et tout ce que je peux le faire dans le monde vectoriel, je peux le faire dans le monde matriciel. Hein? Et en fait, initialement, attends, je termine juste un truc. Initialement, je ne voulais pas partir sur le monde matriciel parce que j'avais senti que j'allais devoir faire une incursion par le monde vectoriel pour avoir la première décomposition. Et donc, je me suis dit, bon, je vais tout faire dans le monde vectoriel. Et dans le monde vectoriel, ça a nécessité d'être beaucoup, beaucoup plus solide et beaucoup, beaucoup plus fort pour arriver à justifier qu'on ne faisait pas un peu n'importe quoi. Et alors, je vais faire un petit sondage. Levez la main ceux qui trouvent que la preuve numéro 2 est plus simple. OK. Alors, c'est aussi la deuxième preuve, donc c'est la deuxième couche. C'est aussi pour ça que c'est plus simple. Alors, levez la main ceux qui trouvent que la première preuve est plus simple. Anouk préfère la première preuve. OK. Levez la main
ceux qui trouvent que preuve 1 ou preuve 2, ça reste quand même très, très compliqué. OK. Eh ben, reprenez bien cet exercice. Effectivement, c'est compliqué. Ça nécessite de bien comprendre ce qui se passe. Il y a à la fois des calculs et en même temps de la vision des choses. Voilà pour l'exercice 30.18. Donc, ça, je ne l'ai pas fait avec l'autre groupe. Donc, faites passer le message éventuellement à l'autre groupe. Il y a un exercice difficile avec pas mal d'enseignements qui est sur le site internet. Et réciproquement, j'ai fait dans l'autre groupe des exercices qui étaient plus simples, mais qui étaient aussi difficiles aussi, quand même, et qui étaient très intéressants également. Sur les formes linéaires des matrices et des applications. Alors, Ryan, je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu as une question? Oui, c'était juste pour la conclusion. Est-ce que vous pouvez juste remonter un peu parce que pour moi, quand j'ai fait mon calcul, peut-être je me suis trompé, mais dans le bloc en haut à droite, j'avais du étoile fois Q-1. Ah non, je mais vois pas étoile, où non, mais je me suis étoile, c'est étoile. trompé. On s'en fout d'étoile. C'est-à-dire que c'est pas le même étoile ici et ici. Ah d'accord, ok. Ah non, non. excusez-moi, Quand ok. on met étoile, ça veut dire Ok, c'est quelque pardon. chose et on regarde pas. Ouais, C'est pas le même ok. étoile. Et Ok, l'expression précise du étoile qui est là, je l'ai calculé en l'occurrence ici, c'était effectivement étoile fois Q-1. ouais, Mais en vrai, ok, on écrit le même étoile. d'accord. Ok, pardon. Raphaël, je vois que tu as la main levée. Est-ce que tu as une question? Oui, c'est Sébastien qui. Oui, monsieur, j'avais une question. Ouais, Bastien, je t'écoute. Là, j'ai l'impression que le calcul, on n'a pas fait P2A, P2-1, mais on a juste multiplié par 1, 0, Q. Parce Ouais. qu'on a le P du début enfin, je vois pas. Parce qu'en fait, quand tu fais PA, P-1, Ouais. ça te fait 8. Ah, c'est ça, ok. Ah, pardon, Je fais excusez-moi. mon étape en 2 calculs. Je commence d'abord par casser la première colonne et après, je peux faire ma récurrence et donc je casse le deuxième bloc. Ok, très bien. Ok, Merci. Ça semble beaucoup plus clair. c'est super. Voilà, donc je vous retrouve cet après-midi. On fera de l'arithmétique. Donc vous pouvez venir à 14h, 15h ou 16h. Bon appétit et à tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. Bon appétit. Au revoir.